merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les grandes lignes de Fil Éco. Le Rouv'Bi, un système anti-pluie pour vélo, c'est ce que propose un inventeur yvelinois. Il a créé un système qui permet d'échapper aux gouttes de pluie. Nous sommes allés le rencontrer sur son vélo. La TVA appliquée à la filière équestre passera de 7 à 20% le 1er janvier prochain. Un tiers des centres équestres seraient menacés. Réaction des dirigeants de centres et de leurs clients dans notre dossier de la semaine. Et puis la fibre optique se développe. D'ici 2020, une centaine de communes des Yvelines devraient en bénéficier. Elle est 10 à 20 fois plus rapide que l'actuelle ADSL. La ville de Plaisir a présenté les avancées de son chantier à ses habitants. Et puis nous parlerons de l'association Dirigeants Commerciaux de France. La DCF ouvre à nouveau une antenne dans les Yvelines. Le lancement se fera le 14 novembre. Le président Bruno Metelet est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. On se retrouve du coup dans un instant pour parler un petit peu plus profondément de cette association. Avant cela, je vous propose de découvrir ce qu'il s'est passé cette semaine au niveau économique. Le siège français d'IKEA à Plaisir a été perquisitionné aujourd'hui. Les policiers opèrent dans le cadre d'une enquête sur les soupçons de surveillance illicite de salariés et de clients. L'affaire remonte à début 2012 et a déjà donné lieu à une dizaine de mises en examen. La filière équestre se mobilise. Elle refuse la hausse de la TVA de 7 à 20% en janvier prochain. Une opération escargot était organisée ce matin entre Saint-Germain-en-Laye et Rambouillet, en passant par Versailles et Plaisir. Elle était à l'initiative du collectif La Horde 78, un collectif qui rassemble professionnels, amateurs, éleveurs, cavaliers ou encore enseignants. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Là, le risque, c'est qu'avec une hausse de 13 points d'un coup, on ne puisse pas survivre si on ne la répercute pas sur les clients. Et d'un autre côté, si les clients, c'est même pas sûr qu'ils nous suivent. Et on serait la seule coopération à subir une hausse aussi importante de TVA. Donc, puisque l'industrie du libre, notamment, est toujours à 5,5 si je m'abuse. Actuellement, moi je suis dans une pension auprès, donc je paye 200 € par cheval. Et donc ça va faire une énorme augmentation que pour le moment, j'avoue, je n'ai pas calculé parce que ça fait très peur. Une augmentation de TVA pour les gens particuliers comme moi qui ont une pension, c'est une chose, mais ça va clairement fermer des centres équestres puisque le prix des cours va augmenter. Quand on voudra prendre une carte à l'année, ça va faire un énorme changement. Le prix des pensions également vont augmenter, donc petit à petit, ça va faire fermer du monde. Ça va, je pense, honnêtement, diriger de plus en plus de gens vers des particuliers et du coup, ça ne va pas du tout servir la filière professionnelle. D'autres mobilisations devraient suivre, notamment une manifestation les 18 et 19 novembre prochains dans toute la France. On soutient un cavalier parti des Vosges à cheval qui rejoindra Paris. Nous aurons l'occasion de faire un point complet sur cette situation dans notre dossier de la semaine. La pluie ne devrait plus être un problème pour les cyclistes. Un inventeur des Essarts-le-Roi a mis au point un dispositif anti-pluie, une invention originale que nous vous proposons de découvrir en images, un sujet réalisé avec Jonathan Villeman. Sur la selle de ce vélo, Arnaud Sarfati ne manque pas d'attirer les regards. Cet inventeur nous présente ici son dispositif anti-pluie et anti-froid spécial cycliste. Habitué du deux roues, Arnaud en avait assez d'être mouillé. Après un an de recherche, il pense avoir trouvé la solution. Un projet fou ? Je pense que la folie, l'inconscience, c'est un peu le propre des chefs d'entreprise et des créateurs. C'est-à-dire que oui, ça fait peur, mais derrière chaque porte, on voit d'autres choses. Et tant qu'on n'a pas franchi la première porte, quand on crée une entreprise, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc l'idée, c'est il y a une part de folie et d'inconscience, j'en suis conscient. Mais si on ne se lance pas, on ne sait jamais si ça peut aboutir. Cet ingénieur n'en est pas à sa première création. Il y a plus de 10 ans, il lance un des sites leaders de covoiturage. En 2012, il vend cette société. C'est aujourd'hui le début d'une nouvelle aventure. Pour arriver à mettre au point ce système anti-pluie, Arnaud a commencé par réaliser différents prototypes. Tout a commencé chez lui, aux Essarts-le-Roi. Donc là, je suis dans mon garage. J'ai fait beaucoup de pièces avec quelques outils. Donc un étau, un poste à soudure, une paire de pinces et puis du fil de métal. En plus des structures métalliques, il fallait imaginer une tente.
Une couturière voile l'a aidé, puis il a fait appel à des industriels pour la construction. Une quinzaine de prototypes ont été réalisés avant d'arriver au projet final. Alors, comment ça marche? Explication en images. Première étape, la pose des armatures. Donc le principe, c'est que ça se monte très simplement et sans outils, en fait, c'est ça. Ensuite, on installe la toile. Différents modèles existent pour s'adapter aux différents vélos existants, VTT, de ville et même pliables. Des crochets permettent à la tente d'être tenue et 2 baguettes maintiennent la structure du dispositif. 1,50 m de long pour 1,10 m de hauteur. Voilà, donc là il est prêt à partir. Pour se faire connaître, il se balade en ville protégée du Rouveby et raconte ses aventures sur son blog. Ce créateur propose dès aujourd'hui ses différents modèles en 4 coloris, comptez 98 €. Il a reçu une dizaine de commandes et compte s'attaquer aux pays nordiques. J'ai développé 2 pages, une en allemand, une en anglais, pour que le site internet réponde aussi au référencement dans les différentes langues et qu'il soit visible, donc qu'il est accessible par ces différents pays. Avec un investissement de 100 000 €, Arnaud espère atteindre l'équilibre d'ici 2 à 3 ans. De plus en plus de communes se dotent de la fibre optique. Elle offre un débit d'information nettement supérieur au réseau existant pour Internet, mais aussi pour la télévision ou encore la visioconférence. À Plaisir, le chantier a démarré en 2012. Un reportage de Catherine Zulato et Jonathan Villeman. La fibre optique, on en parle beaucoup, mais peu l'utilisent encore. Pour cause, sur le département, son déploiement a été lancé en 2010 par Orange et SFR pour couvrir d'ici 2020 une centaine de communes. Ce qui représente, pour vous donner quelques repères, 83% des logements qui seront donc déployés par l'initiative privée. Dans le département, la fibre optique a été déployée sur le secteur de Saint-Germain-en-Laye et des Boucles de Seine. Plaisir fait partie des 20 premières communes fibrées. 50% des logements peuvent potentiellement y accéder. On a 3 critères, on va dire. Il y a un critère de densité, un critère technique, en fonction des équipements des centraux téléphoniques. Et puis, on va en priorité dans des communes, dans des quartiers de communes, où le réseau ADSL apporte un débit le plus faible. Le déploiement de la fibre sur la ville de Plaisir devrait s'achever d'ici 2015-2017. L'ensemble des habitants et des entreprises pourront profiter d'un réseau 10 à 20 fois plus rapide que la DSL. De quoi intéresser ceux qui veulent utiliser de nouveaux services comme la télé en 3D, télécharger ou envoyer des fichiers très lourds. Un défi stratégique pour les communes qui espèrent ainsi attirer des entreprises à forte demande technologique. Économique pour les opérateurs qui investissent de lourdes sommes, 2 milliards d'euros rien que pour Orange, pour l'ensemble du territoire. Une opération de reboisement un peu particulière s'est déroulée ce mardi à Thoiry à l'initiative du projet, une agence de recrutement. L'opération Un boulot pour un boulot signifie un arbre pour un emploi. Je vous propose d'écouter le directeur de l'agence. On a décidé de mettre en place cette opération Un boulot pour un boulot, c'est-à-dire qu'à chaque personne accompagnée, que ce soit dans le cadre d'un recrutement ou d'un accompagnement personnalisé, on va planter un arbre l'année d'après. Voilà, et donc aujourd'hui on en plante 164 à Thoiry, c'est notre 4e opération. Et ce qui est important pour nous, c'est que notre entreprise participe à son échelle à effectivement le développement durable, et donc planter des arbres, ça a énormément de symbolique, à la fois dans le domaine de l'environnement, puisqu'on plante un arbre, il va pousser, il va grandir, il va devenir une source de richesse aussi industrielle pour des gens comme le groupe DEIA, mais c'est également, voilà, quand on plante quelqu'un dans une entreprise, c'est pour qu'il grandisse, c'est pour qu'il apporte de la valeur. Voilà, donc la symbolique pour nous est extrêmement liée. Et pour le parc de Thoiry, cette initiative lui a permis de planter des essences rares dans son parc, comme des bouleaux et des pins de Chine. La Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France et Google ont signé hier un partenariat autour du projet Google pour les pros. Il s'agit pour les TPE, PME, artisans et commerçants d'Île-de-France de mieux tirer profit d'Internet, car les PME les plus actives en ligne exporteraient et se développeraient 2 fois plus que la moyenne. Une trentaine de coachs Google vont donc aider les entrepreneurs à développer leur activité en ligne. L'initiative existe déjà dans d'autres régions. Autre information concernant la CCI Île-de-France, la Chambre a mené en septembre une enquête auprès de dirigeants d'entreprises, dont 407 dans les Yvelines. Les résultats dans le département ne sont pas forcément réjouissants, comme vous pouvez le voir sur cette infographie. Près de la moitié des entreprises ont subi une régression du chiffre d'affaires au début de l'année. Les secteurs les plus touchés, le commerce notamment, les détaillants non alimentaires. Il est maintenant temps de passer à l'entretien.
La semaine prochaine, l'association des dirigeants commerciaux de France des Yvelines fête son lancement. Son président Bruno Mutelet est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir, alors, merci de me recevoir. De rien. Tout d'abord, pouvez-nous donner quelques explications? Qu'est-ce que c'est vraiment cette association? Alors c'est une association qui est basée essentiellement sur la création de réseaux. Il ne faut pas se leurrer, on ne va pas se masquer la voix et la face. C'est comme ça que ça marche, mais par le biais du développement de l'action, la performance commerciale au sein des entreprises. Donc on va par ce biais-là, par le biais de conférences qu'on va donner sur des sujets d'actualité ou des sujets opportuns qui seraient opportuns de parler à ce moment-là, on va faire des conférences sur ces sujets. Et ça va permettre de rassembler des gens, des chefs d'entreprise bien entendu, puisque c'est notre cible, parler et échanger après, et puis essayer de dégager des synergies. C'est l'objectif en fait. C'est une association qui est assez ancienne. Oui, tout à fait. Elle a été créée en 1930, donc vous voyez, ça date un petit peu. Et donc ça, c'est la fédération en fait qui chapeaute au niveau national. Et puis en dessous, on a les régions, Île-de-France notamment, et puis les départements qui sont les associations. Au niveau des départements, ce sont des associations. Voilà, mais donc, ça existe depuis longtemps. Donc le réseau d'associations effectivement est ancien. Dans les Yvelines, l'association DCF 78 existait déjà. Elle a été fermée quelques années. Elle renaît, on va dire, aujourd'hui. Voilà, elle a été fermée en 2005 et elle renaît aujourd'hui, effectivement, parce qu'on était rattaché, entre guillemets, au DCF 95. Et donc, vous voyez, le 95-78, c'est une grosse région. Donc, il était opportun, je pense, de scinder les deux entités et de repartir sur des bonnes bases en 78 avec toutes les entreprises qui sont aujourd'hui en 78. On va essayer de créer plein de synergies. Alors, pourquoi avoir pris la présidence? Et est-ce que c'est parti d'une élection, Alors, objectivement, non, parce que c'est vrai qu'il faut quand même trouver des gens. On est bénévole, donc il n'y a pas énormément de gens qui se bousculent au portillon. Donc c'est une opportunité que j'ai eue puisque ma voisine est présidente du DCF 95 aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, elle va passer le pouvoir dans les jours qui viennent et prendre la tête des DCF Île-de-France, donc au niveau régional. Donc là, ça sera important aussi pour nous d'avoir cette Annie Cobert qui est très connue dans les DCF et aussi dans les Yvelines, puisqu'elle a fait beaucoup de choses. Je ne vais pas en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Annie Cobert, de bonnes choses. Et donc ça sera l'objet, voilà, exactement d'une autre entrevue. Et donc c'est au détour d'une conversation avec elle que j'avais dit, tiens, si tu as besoin d'un coup de main pour développer le 78, je serai ton homme. Et elle a pris la balle au bond et quelques mois plus tard, elle m'a dit allons-y, on va se lancer dans l'aventure. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai accepté. Alors vous parliez de conférences, de réunions de travail. Finalement, concrètement, dans les Yvelines, qu'est-ce qui va être mis en place? Alors concrètement dans les Yvelines, il y aura des statutaires tous les mois qui vont tourner autour d'un sujet particulier. Là, la première va s'organiser chez Jean-Claude Decaux à Plaisir. Donc je remercie très fort Jean-Claude Decaux qui nous a permis d'organiser cette première chez eux sur un site historique qui est quand même de renommée, Jean-Claude Decaux, international. Et par la suite, bien sûr, il y aura des statutaires qui vont se faire tous les mois à peu près, parce que quand il y aura des congés, tout ça, on ne pourra pas nécessairement organiser. Mais l'idée, c'est d'en faire tous les mois sur un sujet particulier et pour rassembler un maximum de personnes, mais sans dépasser non plus les 50 personnes, parce qu'après, ça devient plus impersonnel et on veut garder cet aspect vraiment de communication, que les gens rentrent en contact et que se connaissent finalement. C'est le principe. Alors, vous allez aussi mettre en place la Semaine nationale de performance commerciale, donc qui aura lieu dans 2 ans. On a un petit peu de temps. Donc effectivement, c'est une des organisations que nous faisons, qui est organisée tous les 2 ans. Donc là, elle part sur plusieurs critères. Donc on va sélectionner certaines entreprises qui, au niveau de leur performance, que ce soit au niveau du résultat ou du chiffre d'affaires, qui ont vraiment une grosse progression sur une année à l'autre ou sur une période déterminée. Ça va être l'objet d'un trophée. Ensuite, il y a l'innovation. On a vu dans le reportage tout à l'heure la personne avec la protection sur le vélo. Ça peut être quelqu'un qui peut être éligible à un trophée puisque c'est une belle innovation qu'il a faite ici et pourquoi pas le faire participer à nos trophées puisque c'est l'objectif. Il y a également un trophée à l'international, donc l'entreprise qui exporte ou qui a trouvé un secteur ou une niche mais qui marche très bien à l'exportation, ça sera un objet également de trophée et pour finir enfin par la performance globale. Voilà. Donc c'est des sélections qui commencent dans le département et qui finissent
Qui commence dans le département, qui remonte au régional, il y a des élections à chaque fois, et qui termine au national. Malheureusement, cette année, il n'y a personne des Yvelines, mais je suis sûr que dans 2 ans, il y aura quelqu'un des Yvelines. Alors, vous travaillez donc avec des entreprises, mais également avec des jeunes qui ne sont pas encore entrés sur le marché du travail. Exactement. Là, ça sera le concours national de la commercialisation. Exactement. Et je crois que vous avez déjà rencontré des écoles du département à ce sujet. Voilà, donc on a eu un lauréat de l'école Sub 2V qui a été jusqu'en demi-finale, donc jusqu'au niveau régional, ce qui est déjà très bien, puisque pour lui, ça sera une belle opportunité, une belle carte de visite, puisque sur un CV, ça valorise d'avoir participé à un concours comme celui-là. Cette année, en plus, c'était ADECO qui était le partenaire et ça s'est très bien passé puisque sur un sujet bien déterminé, les étudiants ont pu s'exprimer, montrer leur création, leur créativité. Et ça a beaucoup plu. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? On leur donne on leur donne un sujet et puis après, ils doivent le développer, montrer comment ils l'interprètent et puis après, c'est évalué par un jury et puis en fonction du résultat, enfin en fonction du travail effectué, on va dire c'est bien. Et puis après, il y a une élection, comme toujours. Alors, au sein de DCF, vous avez également créé un observatoire permanent de la fonction commerciale. Oui. Le but, c'est donc d'étudier le secteur. Oui. Vous avez également des magazines, alors magazines propres à DCF, mais également pour le grand public. Voilà, tout à fait. Donc Tribu, c'est le magazine qui est propre aux adhérents, dans lequel on retrouve bien sûr des articles qu'on fait avec bien sûr des partenaires, mais également des gens en interne. Et puis le magazine Action Commerciale qui est justement à l'écran. Très bien. Et qui lui est originaire. Enfin, c'est les DCF qui sont à l'origine de ce magazine, mais maintenant il est repris évidemment dans les kiosques et on a toujours 2-3 pages sur les DCF pour faire référence à l'origine. Voilà. Alors. Dans le... Pardon, excusez-moi. J'en prie. Précédemment, on a vu un petit bout de l'enquête Médiamétrie. Oui, on a vu une infographie où justement on observait que les entreprises commerciales n'étaient pas dans leur meilleure forme ces temps-ci. 59% des entreprises interrogées ont connu une baisse de chiffre d'affaires dans les 6 derniers mois. Oui. Est-ce que c'est quelque chose justement qui se ressent ? Alors moi personnellement, j'ai pas eu de retour par rapport à ça, mais aujourd'hui, vu le métier que j'exerce, oui. Alors il y a effectivement des entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté de trésorerie. Certaines arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais c'est toujours à la force du poignet, j'ai envie de dire, qu'elles arrivent, celles qui sont en tout cas en bonne condition, qu'elles arrivent à s'en sortir. Donc ce sera l'objet également de l'inauguration. On sera sur optimisme et dépassement de soi. Je crois que c'est un bon sujet justement pour aider les chefs d'entreprise aujourd'hui à se dépasser, pour arriver à sortir leur épingle du jeu dans une situation économique qui n'est pas favorable pour l'instant, mais l'optimisme revient, je le sens. Dernière question, du coup, est-ce qu'il y a des actions peut-être qui peuvent être mises en place pour aider les entreprises de ce secteur qui sont mal en point ? Oui, bien entendu. Alors, par le biais justement de nos conférences qu'on organise sur tel ou tel sujet, elles peuvent effectivement en profiter directement. S'il y a un sujet qui les intéresse en particulier, y venir, bien entendu, y participer, ou carrément être à l'origine de la conférence. On a parlé, par exemple, récemment, dans le 95, du CICE, donc le crédit impôt compétitivité emploi, qui est assez mal compris par les chefs d'entreprise et qui peut être effectivement une solution. Voilà, une solution et un apport de trésorerie quelque part. Voilà. Très bien, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne soirée d'inauguration. Merci beaucoup. On passe maintenant au dossier de la semaine. L'équitation en péril, c'est en tout cas le discours que tiennent les professionnels du secteur depuis que le gouvernement a voté une hausse de la TVA. Elle passe à 20% au 1er janvier. Un coup dur pour cette 3e fédération sportive de France. Yolène Thorez, Jonathan Villeman et Patrick Jacques de Dixmude sont allés dans différents centres équestres du département pour faire un point sur la situation. Au centre équestre de Manille-les-Hameaux, c'est le rituel du mercredi. Les cavaliers préparent leur cheval avant le cours collectif. Pour la plupart, beaucoup plus qu'un sport, l'équitation est une véritable passion. Une passion qui risque de devenir plus chère l'année prochaine. Sous l'injonction de la Commission européenne, la France est dans l'obligation d'appliquer un taux plein de TVA sur l'ensemble des activités équestres. Autrement dit, on passerait de 7 à 20% de TVA dès le 1er janvier 2014. Résultat, les clubs seraient amenés à augmenter leurs tarifs au risque de faire une croix sur une partie de la clientèle.
Certains parents payent aujourd'hui entre 500 et 700 € par an pour l'activité de leur enfant. J'essaierai, si je peux, la satisfaire tout le temps, mais arrivé à un moment, le budget, c'est quand même assez difficile. Hein. Déjà que c'est pas donné, c'est un sport qui est quand même assez cher, donc je trouve ça honteux, quoi. Je trouve ça dommage. S'il y a une hausse de la TVA, les tarifs vont augmenter et je ne sais pas si je pourrais subvenir aux besoins de continuer le poney pour elle et moi, mon carte pension. Moins de clients, c'est aussi moins d'argent pour rémunérer les employés des centres équestres. Catherine gère le haras de Gazeran depuis 26 ans. Sur les 5 salariés qu'elle emploie, elle envisage peut-être de supprimer un poste à cause de la future taxe. Moi, je vais perdre des clients, qui ne pourront pas suivre. Voilà. Et puis après, devoir licencier, parce que si on a moins de chiffre d'affaires, moins de rentrées, on ne pourra pas garder tout le personnel. Le GHN dont je fais partie a estimé qu'il y aurait à peu près 6000 postes en France qui vont être supprimés à cause de cette augmentation de TVA. Les petites structures qui étaient déjà affaiblies un petit peu avec la crise risquent de ne pas s'en remettre. Ah oui, ça c'est certain. Les centres équestres ont déjà connu des remous concernant leur TVA, mais celle annoncée pour l'année prochaine est de loin la plus menaçante pour eux. Selon la Fédération nationale du cheval, 2000 entreprises seraient en péril. En 2004, la filière équestre bénéficiait d'une TVA réduite à 5,5%. À l'époque, l'objectif était de promouvoir l'équitation. Il y a 2 ans, elle était passée à 7%. L'année dernière, une activité était déjà passée à 19,6%, celle du commerce des chevaux, sport et loisirs, là aussi sous la pression de l'Union européenne. À noter que le commerce des chevaux d'élevage et de consommation, lui, reste taxé à hauteur de 7%. L'année prochaine, ce seront toutes les activités du centre équestre qui passeront à 19,6%. Menacé d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement sur manquement et d'une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros, le gouvernement veut se mettre en conformité rapidement. Un coup dur pour le département des Yvelines. Avec 21 000 licenciés et plus de 200 centres, il est le 2e département équestre de France derrière le Nord. À Rambouillet, Déborah ne craint pas la fermeture de son entreprise qu'elle estime viable. Pour autant, elle ne comprend pas cette hausse de la TVA. Dans l'équitation, contrairement aux autres sports, les subventions sont quasi inexistantes. Ce sont surtout des établissements professionnels. Du coup, il est parfois difficile pour les gérants de se faire une marge réelle. Les frais de fonctionnement sont très lourds, les structures coûtent cher, les chevaux demandent beaucoup d'entretien, ils mangent, ils demandent à ce qu'on s'occupe d'eux, pas 5 jours sur 7 et pas 35 heures comme une entreprise qui ferme ses portes ou un gymnase. Donc nous c'est 7 jours sur 7, s'ils sont malades c'est 24 heures sur 24, et tout ça, ça se paye, ça a un coût. Si l'équitation s'est démocratisée ces dernières années, elle reste encore assez coûteuse. À 26 ans, Thomas a déjà 16 ans de pratique derrière lui et prépare son diplôme pour être enseignant cavalier. Depuis 1 an, il est aussi propriétaire de Zazier, un cheval qui lui coûte plus de 400 € par mois pour la pension et dont il pense déjà à se séparer, faute de pouvoir assumer cette future hausse des prix. On commence à penser à arrêter les concours, on commence à penser à arrêter d'acheter de nouveaux équipements à son cheval. Et on commence à... C'est pas qu'on perd du plaisir, mais effectivement, ça devient un peu dur de penser vraiment que ce soit juste un loisir et pas une contrainte. Selon les professionnels de la filière, si les chevaux se retrouvent sans propriétaire, ils seront contraints de quitter les écuries et pourraient prendre la direction des abattoirs. On se débarrasse des chevaux, quoi. C'est-à-dire que en général, c'est triste à dire, mais bon, voilà quoi. Les chevaux qui ne servent pas, ils partent pour l'alimentation. Hein. D'après le groupement épique national, sur les 250 000 chevaux que comptent les centres d'équitation, 80 000 seraient envoyés à l'abattoir. Pour se faire entendre, les professionnels se mobilisent dans le département. Ils ont organisé une opération escargot ce jeudi et leur groupe Facebook, créé il y a quelques jours, compte déjà plus de 700 abonnés. Et le ministère des Sports et le ministère de l'Agriculture, dont ils dépendent, seraient sensibles à leur action, mais les professionnels du secteur attendent toujours une réponse concrète. La hausse de la TVA reste donc pour l'instant maintenue. C'est maintenant le temps de passer à l'agenda.
Une date à retenir, jeudi prochain, la CGPME Yvelines organise un petit déjeuner d'information sur la banque publique d'investissement et ses dispositifs de financement. Seront également évoqués le crédit d'impôt compétitivité et la plateforme de financement Initiative Saint-Quentin en Yvelines. Attention, il faut s'inscrire, toutes les informations s'affichent sur votre écran. Ce sera de 8h30 à 11h à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux. C'est la fin de ce Fil Éco. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, bonne soirée.